Hello, bonjour à tous, bienvenue. Désolée Vince, Pas de j'ai souci. utilisé ma goutte de lien. Non, tout va bien. Ravie d'être avec vous tous aujourd'hui. Je vais partager mon écran et ensuite je laisserai la main à Vince, mais pour vous présenter le sujet d'aujourd'hui qui est automatisé avec succès dans les grands groupes. Et je suis très contente d'avoir la chance d'échanger avec toi, avec Vince, sur ce sujet parce que tu es toi-même un pro de l'automatisation et tu as surtout déjà mis en place beaucoup d'automatisation dans des grandes structures. Pour la petite histoire, j'aime bien toujours rappeler pourquoi on choisit les sujets de nos Maestrix. En l'occurrence, ce Maestrix est venu directement d'une participante de notre formation No Code qui me racontait que donc elle suit actuellement la formation et elle me disait c'est trop bien, on voit Airtable, Software, plein d'outils No Code, mais moi je suis dans un très gros groupe avec une infrastructure pas très friand du no-code et avec beaucoup d'archives technologiques. Et donc, comment je fais pour moi-même automatiser, moi-même mettre en place des process et je trouvais que c'était une très bonne question. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi de faire cet event et ce sujet. Rapidement, pour ceux qui connaissent pas Maestro et ni les Maestrix, donc moi je suis Héloïse et je m'occupe de ces événements qui sont des interviews de 45 minutes d'experts qui viennent partager sur des thématiques précises leur retour d'expérience, les challenges quand même ont rencontré par rapport à ces thématiques. Peut-être, comme on va avoir 45 minutes ensemble, si vous voulez bien nous dire dans le chat, vous aussi qui vous êtes, si vous êtes product builder, no code maker, si vous êtes responsable des automations, automatisations dans un groupe, n'hésitez pas, et même à nous dire si vous êtes justement dans une grande structure qui utilise des outils plus traditionnels d'automatisation, ou si vous êtes dans une startup où le no-code est roi. Comme ça nous permettra de pouvoir adapter aussi cet échange en fonction de vous. Rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas Maestro, du coup, je vous le disais tout à l'heure, mais on est une école de produits et de la tech. Et donc, on a différents programmes. Notre programme phare, c'est celui pour devenir product manager. Mais je vous en parlais de notre participante du programme No Code, qui est un autre programme qu'on a, qui est une thématique à la fois qu'on voit émerger dans les équipes produits, mais aussi qui est une branche et une corde à un arc de beaucoup de métiers de la tech. Et donc, on a un programme No Code. Je vous ai remis là les dates des prochaines formations. Si jamais vous avez des questions particulières, Blandine de l'équipe qui s'occupe de toutes les admissions des programmes se fera un plaisir de vous répondre. Pour les prochains rendez-vous et les prochains meet-up, vous nous avez peut-être vu soit sur LinkedIn, soit sur le site, soit sur directement notre communauté Meetup, mais je vous ai remis là les différents canaux sur lesquels on relaie ces échanges. Et j'ai déjà trop parlé, donc je vais laisser la parole à toi, Vince. Peut-être que je vais arrêter de partager mon écran pour qu'on puisse te voir en grand et puis te laisser la main. Si tu veux peut-être nous redire un peu ton parcours et toi, comment tu es arrivé sur ces thématiques du no-code, je te laisse la parole. Ok. Merci déjà pour l'invitation. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Vince. Le petit accent, c'est parce que je viens de Belgique. Donc, j'habite juste en dehors de Bruxelles. Je suis avant tout et pour toujours, à mon avis, formateur. Donc, je suis professeur des écoles, si on parle à la mode française, ou instituteur primaire en tout cas, depuis 2002. Et j'ai toujours pas réussi à lâcher complètement l'école. Donc, j'ai encore une partie de charge à l'école, même si je travaille plus temps complet là-bas. Et même dans le digital, bah, je suis devenu formateur aussi. Ça s'est passé à peu près avec l'éclosion en fait, du confinement. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2002, j'ai commencé à être prof, puis j'ai directement créé ma société d'informatique sur le côté pour créer des sites et des petites applications à une époque où créer des applications, c'était pas comme maintenant, c'était un délire un peu plus subtil, on va dire. Et donc, de 2002 jusqu'à à peu près au confinement, j'ai développé des applications et des sites en parallèle de mon job d'instit.
Et puis, avec le confinement, on était beaucoup plus souvent à la maison, puis il y a pas mal d'outils qui ont émergé à ce moment-là. J'ai découvert Notion en 1er, Make dans la foulée, Zapier juste après. Enfin, de toute façon, il y a tout un monde qui s'est ouvert à peu près à ce moment-là, et je me suis rendu compte que, ben, quand on est bon dans quelque chose, il faut le faire. Et donc j'ai commencé à former les gens, entre autres à Notion et aussi à Teams, puisque, bah, j'avais pas mal de mes collègues qui tout d'un coup, devaient débarquer dans Teams et donner cours en ligne à des enfants qui avaient jamais utilisé Teams eux-mêmes. Donc ça a été un petit peu le boxon. J'ai créé des guides gratuits pour les élèves et pour les profs, et cetera. Donc, voilà. Tout s'est un peu enclenché à ce moment-là, et puis depuis lors, je crée des formations. J'essaye d'aider un maximum dans les différentes communautés auxquelles je participe, puisque je suis sur la communauté No Code France. Je suis ambassadeur avec Alexis, Amandine, Joyce, Benjamin. Et c'est On comme ça aide, que je t'ai connue. voilà. Et je participe aussi très fort à la communauté Notion en français sur Discord, où il y a quand même 4000 personnes. Donc si on parle de 4000 personnes sur le Discord de Notion en français, et un peu plus de 10 000 sur No Code France, on est déjà sur des belles petites communautés où j'essaie de participer, et puis on essaye de faire pousser doucement un No Code Belgium qui apparaît petit à petit. Trop bien, merci pour cette présentation. Évidemment, j'ai oublié de le dire en introduction parce que ça me paraît évident, mais n'hésitez pas, j'ai un œil très vigilant sur le chat à poser toutes les questions au cours de cet échange. Le but, c'est que ce soit le plus interactif possible. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Euh, on- Entre autres, c'est Antonio qui a lancé le No Code Belgium. Ah, ok, trop bien. Bah, ravi, Antonio, que tu sois connecté avec nous. Euh, Peut-être aussi, vous pouvez nous mettre dans le chat de 0 à 5 comment vous évaluez en automatisation. 0, c'est oh là là, j'y comprends absolument rien. 5, c'est je suis un as des automatisations. Comme ça, on peut voir aussi, ah bah, Jocelyn 1. Et merci d'avoir répondu. Les autres aussi, on vous laisse mettre dans le chat. Et donc, c'est cool parce qu'on va pouvoir 1, 2, bah, c'est parfait. On va pouvoir vous apprendre plein de choses avec Vince. Moi, le premier point que je voulais aborder, c'était un peu les défis spécifiques de l'automatisation dans les grandes entreprises et voir avec toi, Vince, de tes retours d'expérience, un peu les contraintes réglementaires, de conformité et même de sécurité auxquelles les grandes organisations sont confrontées. Est-ce que tu as identifié un peu des typologies ou est-ce que tu as des retours sur ces observations-là? Bah, bon, alors déjà, on va prendre directement l'éléphant dans la pièce, c'est le RGPD. Au niveau du RGPD, bah, on a des outils qui fonctionnent en Europe, donc la plupart du temps, il y a moyen quand même de s'arranger. Zapier est un outil américain, donc ouais, bon, moyen, mais par contre, Make, c'est des serveurs en Europe, donc quelque part, il y a une possibilité de ce côté-là. Maintenant, au niveau des grands groupes, ce qui freine d'abord, avant même de commencer à choisir toutes ces choses-là, c'est qu'il y a toute une structure qui est en place, et la plupart du temps, il y a déjà des process qui sont en place pour gérer quand même des grosses équipes. Et on arrive là, nous, avec notre petite volonté de faire notre propre automatisation à nous. Et je pense que tu l'as bien dit dans ton intro et dans la question que votre apprenante a posée, c'est moi, j'ai envie de faire quelque chose dans le grand groupe. Sauf qu'il y a deux visions qui s'opposent là. On a la vision du grand groupe qui a effectivement des besoins et qui a des besoins d'automatisation qui sont sans doute adressés d'une certaine manière la plupart du temps, parce que je pense que n'importe quel informaticien va essayer de pondre un bout de code pour éviter de refaire 3 fois la même chose. Mais il va sans doute le coder à la main, il va sans doute faire quelque chose d'un peu plus spécifique, d'un peu plus pointu. Et puis on a les équipes, je ne vais pas dire en bout de chaîne parce qu'on n'en est pas là, mais dans l'intermédiaire là, hein, qui voudraient faire quelque chose mais qui peuvent pas. Et on se retrouve dans pas mal de boîtes à faire du shadow IT, c'est-à-dire à faire rentrer dans la boîte des outils qu'on n'est pas censé laisser rentrer parce que ça peut mettre en jeu quand même les données de la société. Et donc, on va avoir des outils comme Make, comme Zapier, ou même des outils, parce qu'il faut voir ce qu'on entend par automatisation. Automatiser, ça n'est jamais qu'éviter un processus répétitif, et il n'y a pas que Make et Zapier pour éviter un processus répétitif. On a des choses qui sont incluses dans certains produits, et on parlera de Power Automate, hein, pour répondre à la question de Jules. Mais on a par exemple dans Coda des possibilités d'automatiser aussi. Alors je vais juste partager mon écran parce que j'avais
j'avais préparé quand même 2-3 écrans Ah, pour faire trop bien. pour faire semblant que j'avais quelque chose à montrer. On fait semblant d'être préparé et donc bah, ça, c'est Zapier, par exemple. Alors Zapier, c'est assez simple, hein, on automatise un flux, c'est-à-dire qu'on passe d'un élément déclencheur, quelque chose qui va démarrer notre flux et puis il y a une série d'étapes et une série de choses qui se passent pour arriver à une certaine conclusion. On a ça dans des versions peut-être un petit peu plus, croustillantes avec ce genre de scénario-là dans Make, où là, effectivement, il y a beaucoup d'embranchements, on part dans plein de solutions très, très compliquées, mais ça doit pas être si compliqué. Ici, c'est vraiment un scénario déjà, assez avancé qui crée toute une série de trucs. C'est un scénario qui tourne quasiment pendant 20 minutes. Voilà, c'est pas ça qu'on fait aujourd'hui, mais c'est pour dire qu'on peut arriver avec Make à faire ce genre de choses un peu compliquées. Mais ce genre de scénarios-ci, par exemple, sont beaucoup plus abordables et je vais y revenir tout à l'heure parce que justement, j'ai pas choisi ces scénarios pour rien, c'est parce qu'on va en discuter un peu plus tard. Mais dans Coda même, par exemple, on a ici une formule qui est une sorte d'automatisation puisque avec la séquence ici, on va pouvoir répéter 3 fois le même processus. Tiens, Jean-François est là aussi. En fait, tu as tous nos codes Belgium qui a débarqué. C'est Trop magnifique. On est entre nous, frites, mayonnaise et une petite pinche sur le côté. bien. Et donc, même ici, c'est une forme d'automatisation qui ne dit pas son nom, puisque c'est une séquence qui tourne, et cetera. Et on peut trouver comme ça toute une série d'automatisations et de boutons qu'on peut lancer. Alors, dans une grande boîte, donc je reviens sur ce que je disais, notre problème, ça va être en même temps de pouvoir faire avancer sa petite envie et son petit scénario là, hein, son petit flux qui est ici, mais dans le contexte de la grosse boîte. Et donc, c'est assez compliqué encore de le faire vivre, ce genre de choses. Et le mieux qu'on puisse faire, c'est d'avoir avec, un accord avec la DSI sur, un projet bien particulier, bien cadenassé, bien présenté, pour dire: «Voilà, dans ce cadre-là, ceci me simplifierait la vie. J'ai pas besoin d'avoir accès à tout, j'ai pas besoin», surtout jamais dire à un DSI que vous avez envie d'avoir accès à tout le système, évidemment pas. Mais dire: «Voilà mon projet. Voilà ce que moi je voudrais faire» et donc ce que j'avais, mis dans le mais tu l'as enlevé de l'écran, ce que j'avais mis dans notre petite présentation là avec notre bullet point, c'est qu'à mon avis et comme dans tout, la première étape, ça va être de documenter. De documenter déjà avant même le lancement, avant documenter le besoin, documenter le problème pour essayer de convaincre. J'ai pas dit que ça allait être la fête tout le temps, j'ai pas dit que ça allait être possible tout le temps, mais quand même quelque part, l'objectif, c'est de documenter son besoin, ensuite de documenter effectivement son scénario et puis à la fin de documenter ce que ça peut avoir comme ramification, comme développement possible pour d'autres applications. Et si on y va relativement petit à petit et si on propose quelque chose de cadenassé où on dit en plus au DSI: «Tu t'en occupes pas, tu me donnes juste l'autorisation de faire ça ici dans le cadre, je te demande pas plus», on a déjà beaucoup plus de chances que de dire: «Écoute garçon, on va revoir toute la chaîne de production depuis le début, tu me donnes accès au système, tu me laisses 2 semaines, pars en vacances et je m'occupe du reste». Évidemment que ça va pas marcher. Donc la documentation, ça reste, un truc sur lequel moi, dans les formations que je donne, c'est essentiel. On garde des traces de tout, y compris d'abord de ses propres besoins. Ouais, donc limite aussi comme, outil de conviction, parce que généralement, c'est vrai que moi, en tout cas, le premier réflexe quand je me dis documentation, c'est de me dire quand je vais faire un process, je le documente pour avoir en tête, si jamais je dois le passer à quelqu'un ou me souvenir à quoi il correspond, je le documente. Mais en fait, là, tu parles même de la documentation comme, pièce un peu à conviction pour les DSI pour, projeter dans ce que tu vas mettre en place. Ouais, on part de ton post-it là, hein. Tu sais, on parle du Ouais. post-it en disant: «Faut ah ça fait 14 fois que je le fais, ça me saoule». Je mets un post-it sur mon écran et je vais essayer de trouver une solution pour ça. C'est déjà une forme de documentation. C'est Mmh. déjà un truc où tu peux dire à ton DSI peut-être aussi tout simplement: «J'ai ce problème-là, est-ce que tu as une solution?» Bon, Mmh. normalement, il en aura pas et c'est justement là que tu peux lui dire: «Bon, bah, alors si tu en as pas, moi j'ai quelque chose à te proposer, mais n'aie pas peur, souple, je t'ai déjà préparé quelque chose» et là, c'est notre rôle à nous éventuellement aussi par rapport à la communauté, par rapport à tous les gens qui nous entourent de dire: «Va plutôt vers cet outil-ci, propose plutôt ce, ça». Est-ce que c'est possible? Tout simplement. La majorité des questions auxquelles je réponds sur une semaine, c'est: «Est-ce que c'est possible?» Mmh. Et comme je réponds à tout le monde sur tous les canaux possibles et imaginables, des «est-ce que c'est possible?» sur la semaine, j'en ai quelques-uns, hein. Et alors, si on s'enferme dans un outil en disant: «Est-ce que c'est possible dans Notion?»
Alors là, on part encore dans un délire, nettement plus grand. Mais donc oui, la 1re étape de tout le processus, à mon avis, c'est absolument de documenter, documenter et peut-être encore un peu de documenter si on veut. Ça, c'est vraiment la base du truc à mon avis. Mmh. Est-ce que là-dessus, il y a peut-être des questions sur la documentation? Moi, évidemment, si on me demande dans quoi je vais documenter, je te dirais bien que, à l'origine, je documente surtout dans Notion, mais je trouve que Coda a vraiment des grands avantages, mais ça peut être OneNote aussi, de mon point de vue. Il y a pas de problème avec OneNote, avec, le whiteboard qu'on a dans Office 365. Moi, j'ai absolument rien, par exemple, contre Office 365. Je trouve que c'est un outil incroyable, qui est pas utilisé à 10 de ses capacités dans la majorité des boîtes et qui est la plupart du temps déjà implémenté, dans un grand compte. Normalement, il y a un 365 qui tourne, et j'avais fait une vidéo là-dessus justement en disant, le no-code et les produits Microsoft, c'est un peu la même chose. Enfin, il y a des parallèles qu'on peut trouver et donc entre ce que j'ai montré tout à l'heure avec Make et Zapier et ce qu'on pourrait montrer ici avec Power Automate, sur lequel j'allais basculer juste après, bah, je pense qu'on a quand même, ouais, on a quand même des possibilités un peu dans tous les outils. Trop bien et du coup, ça donne aussi un peu des différences enfin, là, le fait d'avoir, plusieurs outils pour documenter, si la boîte utilise pas Notion, on peut le faire aussi sur 365 donc ça, c'est Documenter, déjà un bon tips de voir qu'en fait, parfois quand on est plus dans une structure, qui est friand au no-code, on a le réflexe Notion, Notion à fond, mais en fait, il y en a plein d'autres et ouais, ouais. c'est OK de le faire sur d'autres outils aussi, quoi. C'est même OK de le faire dans Word, aussi, Oui, le aussi principal, pathé c'est que aussi pathétique que ça puisse être, ça peut quand même se faire donc ouais. voilà. Alors, on a une Hem question d'Antonio, qui dit: «Business analyst, design dev, idem PV, c'est vraiment un levier?» Oui, c'est les mêmes perspectives et c'est les mêmes, c'est la même idée. Antonio, il a son passé justement dans ce domaine-là, et donc il utilise son «jargon» entre guillemets, mais c'est normal. On a, d'abord un besoin business, on a quelque chose qu'on retrouve un petit peu partout et puis on le design, c'est-à-dire qu'on le met, avec des petites flèches. On essaie de voir, bon, alors si ceci, alors cela. Et puis ensuite, ben, on développe la solution. Alors soit on sait la développer soi-même grâce à un outil no code, c'est parfait. Soit quelqu'un doit appuyer sur un bouton quelque part pour que ça puisse se faire. Mais le process est effectivement le même. Hem et vous, dans le product management, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être, assez similaires aussi, hein. On parle du besoin du client et puis après on essaie de développer le produit. Voilà. Mmh, carrément. Oui et la documentation visuelle, ouais, le Miro et le Whimsical. Moi, c'est ce que j'adore vraiment dans Make, c'est le côté visuel du truc. Ça, on pourrait faire exactement la même chose dans Miro, Mmh, mais ici dans Make, à un moment ou l'autre, on a notre petit avion ici et donc il nous permet d'expliquer le flow au fur et à mesure. On peut mettre des notes dedans. Donc moi, j'ai abandonné progressivement Miro pour expliquer Make parce que tout simplement, je trouve que là, il y a quand même pas mal de possibilités pour l'expliquer, pour, faire une petite vidéo d'explication. Je suis passé quasiment intégralement en explication vidéo pour ce genre de choses-là. Mais, quand on design soi-même le truc et quand on n'a pas encore le résultat final, oui, mettre les choses en forme de Miro, ça peut être vraiment très utile. Moi, c'est Miro, à fond. Je sais que d'autres, c'est Whimsical et rien d'autre, donc voilà. mmh. Et du coup, est-ce que en termes de pour passer peut-être sur la partie des outils, et des technos utilisés dans les grands groupes, toi Make ça tu l'impression qu'il y a des grands groupes quand même qui utilisent Make et dans lequel c'est possible sur des petits besoins de Mmh pousser mh. cette solution? Même sur des gros besoins, hein. C'est-à-dire que, Ouais. encore une fois, le problème, c'est d'implémenter un nouvel outil dans ce cas-là. C'est que si c'est quelque chose si on est sur une boîte relativement jeune, mais qui a vite grossi, on peut prendre un Conto, par exemple, ils utilisent plein d'outils no code parce que ça a fait partie de leur culture dès le début et maintenant, ils sont considérés comme un grand groupe, mais ils ont toujours utilisé des outils no code. Le truc aussi et encore une fois, du point de vue du DSI, de la DSI, c'est pas, incohérent, c'est de se dire: on a déjà des outils qui sont en place, utilise ce qui est là. Viens pas m'ennuyer avec ton Notion, il y a OneNote. Viens pas m'ennuyer avec ton Make, il y a Power Automate. «Ah ouais, mais je connais pas, mais ça a l'air compliqué». OK, mais vis avec, apprends l'outil. C'est le deuxième bullet point qu'on avait dans notre petite présentation, c'est que derrière, effectivement, il y a une partie de formation, Mmh. d'auto-formation, de formation avec des tiers, de formation en entreprise, de collaboration qui amène de co-enseignement. Donc on a toute une série de possibilités. Il faut, chez Notion, on appelle ça des champions aussi, par exemple, hein, des gens qui, dans la boîte, sont effectivement,
le vecteur qui va amener ces outils et qui va le pousser et qui va un peu aider les autres à démarrer dans des petits projets. Voilà. Mmh. Même utiliser Notion est problématique. Ouais. Oui, mais encore une fois, enfin, c'était le but de la vidéo que j'avais faite à l'époque sur les outils no-code et Microsoft, c'est que dans Microsoft, on s'en rend pas toujours compte parce qu'on va pas voir tous les outils et qu'on reste limité à Word, Excel et PowerPoint. Mais dans Microsoft, il y a énormément de possibilités no-code, de programmation visuelle, de construction de son propre outil qui sont possibles. Bon, on n'a pas encore parlé de Power Apps parce que c'est pas tout à fait le scope de ce qu'on est en train de faire ici, mais n'empêche que Power Apps, ça permet de créer des petites applications internes dans l'environnement Microsoft. Et derrière, c'est un déclencheur pour un flux automatique. Et je donne un petit exemple, je raconte une petite histoire. Je pense qu'on a tous ça dans son entreprise. Il y a un néon qui est pété dans une salle. On a une petite application ici qu'on a développée par exemple pour les écoles. Au lieu d'aller dire au directeur qui est dans le couloir, qui est en train de marcher, qui a la tête complètement ailleurs, tiens, il y a un néon qui est pété dans ma classe, il y a une petite application de reporting où on dit simplement quel bâtiment, quelle section, quel local, quel type de panne, et puis ça part, et puis derrière, il y a effectivement ici, avec Power Automate, une petite automatisation qui peut se mettre en place en disant, eh ben, si c'est un problème électrique, ça va chez telle personne, si c'est un problème de plomberie, ça va chez telle personne, si c'est un problème parce que tout est pété, eh ben, ok, voilà. Donc il y a toutes des automatisations qui sont en place à la création et puis même éventuellement au changement de statut. Donc si je raconte la fin de mon histoire, quelqu'un finit par changer le tube néon dans le local, eh bien il y a une automatisation à partir du moment où la case est cochée qui renvoie un message vers l'utilisateur d'origine, celui qui a déclaré la panne. Ça fait du bien à tout le monde. On sait que ce travail-là est terminé. L'autre personne se sent reconnue dans le fait qu'elle a aidé un petit peu à ce que la machine tourne bien. Et ce sont toutes des petites automatisations. Il ne faut pas penser les automatisations comme des trucs énormes. On peut commencer avec des tout petites choses comme celle-là. Mmh. Et pour quelqu'un, enfin, si par exemple on est dans une structure qui utilise Microsoft, est-ce que Ouais, le réflexe du coup c'est tout de suite d'utiliser Power Automate je ou est-ce crois. que ça a un intérêt d'utiliser Make ou Zapier par rapport à Power Automate alors qu'on est déjà sur Microsoft? Je crois qu'actuellement, et encore plus peut-être avec Copilot, qui est l'intelligence artificielle que Microsoft met un peu dans tous ses outils, je crois que le premier pas, c'est Microsoft. Ouais, Euh, Si c'est là, c'est là. ouais. Si c'est disponible, c'est disponible. Euh, Dans ce genre de cas-là, si je prends par exemple un truc qu'à mon avis quand même beaucoup de gens font, ils reçoivent un mail et puis la pièce jointe, c'est un rapport de réunion et ils vont la mettre dans le bon répertoire sur leur ordinateur. C'est Mmh. une automatisation. Elle est complètement possible dans Power Automate. Il y a même ici des templates, c'est pour ça que je les montre et c'est pour ça que je commençais avec ça. Ici, par exemple, celui-ci, transférer un courrier électronique à un canal. Bah ok, si le courrier qu'on reçoit contient ceci ou cela, et on voit bien que c'est du Google, hein, c'est du Gmail, hein. Donc c'est Ouais. pas forcément que des outils Microsoft, hein. Il y a beaucoup de connecteurs, si je regarde ici sur la gauche, il y a beaucoup de connecteurs qui sont évidemment dans le monde 365, mais pas que. OK, c'est trop bien. Donc en fait, tu peux vraiment, avoir toute la liste de tes connecteurs, trop bien. Ouais. Et à un certain niveau, tu peux construire les tiens, mais bon, Ouais. on n'est pas là aujourd'hui. Mais voilà, par exemple, ici, Dataverse, encore une fois, c'est pas quelque chose qui est utilisé dans toutes les entreprises, mais Dataverse, c'est magnifique comme outil. Mais personne ne connaît parce que c'est assez récent, c'est 2, 3 ans peut-être. Euh, et Dataverse, c'est la vie du point de vue des données d'une entreprise. Moi, dans les écoles et dans les petites structures, ce qu'on utilise souvent, c'est SharePoint. Mmh. SharePoint, à l'origine, c'est du stockage de fichiers, mais en réalité, dans SharePoint, il y a un truc qui s'appelle List. Et List, c'est une sorte de base de données facile, très simple. Ça ressemble à un tableau Excel, sauf que c'est pas Excel. Et Excel, c'est pas une base de données. Et Excel, tu peux pas faire des liens comme ça entre tes différentes tables et tes différentes données parce que c'est compliqué, parce que ça fonctionne pas comme ça. C'est pas comme ça qu'Excel est construit. C'est pas fait pour d'ailleurs. Mmh. Donc, on a ici toute une série de connecteurs et de déclencheurs. Donc, pour bien faire la différence, un déclencheur, c'est le premier élément de votre scénario. Qu'est-ce qui va déclencher le flux? Et par exemple, ici, dans notre intervention sur les pannes, le déclencheur, effectivement, c'est dans SharePoint, qu'il y a une nouvelle item de liste qui est créée par l'application Power Apps. Il y a une ligne qui apparaît, conséquence, boum, 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 et on fait toutes les... voilà. Et pour ceux qui connaissent pas Dataverse, tu disais,
Ça sert à quoi? Enfin, ça permet quoi? C'est la gestion de base de données et Mmh. c'est la version un peu justement no De code d'un outil. Airtable? Oh, ouais, non, alors, Non? oui, si on veut, sauf que ça va nettement plus loin encore. Mais si on doit aller chercher un parallèle avec le monde du no code, j'irais plutôt chercher un Xano, qu'un Airtable encore. OK. Si Voilà, quelque chose ou même, maintenant le nom m'échappe. Hem, L'outil belge de gestion de base de données. Est-ce que la commu belge, là, ça vous vient dans le chat, Ouais, aidez Vince? je vais me faire engueuler là. Hem, mais bon, donc voilà, je dirais pas qu'Airtable, c'est peut-être le plus raccord avec Dataverse. Bezero, merci Jean-François. Merci Mais Be Jean-François. Bezero, c'est pas mal non plus, c'est un peu rustre, c'est encore un petit peu, brut de décoffrage, mais on s'approche plus de la question. Mais on sait Mmh. bien, hein, Forms, ici, c'est comme Typeform ou comme, Tally. Bon, allez, à peu près. Planner, ça va être un style monday.com, le style de Mmh. Todoist, par exemple, et cetera. Voilà, on a vraiment plein de possibilités. En considérant aussi qu'on a Teams, là, en plein milieu du jeu de quilles, dans Microsoft et que Teams, encore une fois, selon les équipes, il y a des équipes qui n'utilisent jamais Slack, mais dans le monde du no-code, ouais, on va tous utiliser Slack, on va tous utiliser Discord. Mais dans les grandes boîtes, ils vont utiliser quoi? Ils vont utiliser Teams. Mmh. Donc, une automatisation qui inclut Teams, ça fait sens. Et il faut, oui, Mmh. si on est dans des grands comptes, je pense qu'on peut pas faire l'économie d'au moins jeter un œil, d'au moins comprendre les bases, mais c'est toujours les mêmes principes de toute manière. Ouais. Et là, je vois qu'il y a des plans plus premium, mais avec la version gratuite, tu peux déjà connecter pas mal de choses. Ouais, ça dépend parce que les écoles avec les licences A1 ont plus de possibilités, mais de toute façon, de base, oui, il y a déjà des choses qui sont possibles et Mmh. qui sont assez simples. Et par exemple, moi, pour toutes les applications qu'on développe pour les écoles EPLB, je reste sur des trucs qui sont dans les modes gratuits ici avec SharePoint et Mmh. j'utilise quasiment pas de module premium parce que la plupart du temps, il n'y a pas d'argent pour ça. Donc, Mmh. c'est même pas une grande question d'argent, je trouve, chez Microsoft. C'est même pas, on peut s'entendre, on peut avoir un avis différent. Je trouve même pas que c'est très cher pour l'ensemble des outils qui sont proposés. Donc voilà. Ouais. Trop bien. Et est-ce que tu aurais un exemple en tête de justement une automatisation que tu as mis en place avec Power Automate, soit pour une de tes écoles, soit pour une structure qui utilisait Power Automate? Mais je voulais en montrer une, mais il y en avait une qui me semblait vraiment intéressante, mais j'ai pas le droit de la montrer, parce que c'est avec des données clients. Mais, en réalité, on est sur des magasins là, donc, Tom& Co, c'est des animaleries et Mmh. tout simplement, ce qu'on a, c'est qu'il y a, quelqu'un qui fait une visite d'inspection. Il a une tablette avec une, Power Apps qu'on a créée et puis on vérifie effectivement, en arrière quand le diagnostic est établi, quand le rapport est établi, on vérifie si effectivement il y a tout ce qu'il faut. Et pour les éléments les plus importants dont on sait qu'il y a 2, 3 mois d'attente, eh ben, il y a directement un mail qui part. C'est pas très compliqué, ça demande un petit peu de gestion. On en reparlera tout à l'heure. Ça demande un peu de collaboration aussi. Tout le monde doit un peu comprendre le mécanisme et doit un peu comprendre comment ça marche. C'est-à-dire que tu peux, quand je parlais de formation tantôt, il y a deux types de formation. Il y a la formation de quelqu'un qui va comprendre le mécanisme et qui va se dire ah OK, ça sert à ça. Mmh. Et puis tu as celui qui va construire, tu as celui qui va vraiment créer et Mmh. c'est pas les mêmes formations et c'est pas les mêmes personnes. C'est la même chose avec tous les outils, hein, même avec Notion, on a 2 formations différentes. Tu as ceux qui doivent utiliser Notion en entreprise et puis tu as ceux qui doivent créer le workspace et qui doivent jouer avec. Donc Mmh. ici, par rapport à Automate, il y a tous ces trucs-là et alors il y a toutes les questions, Mmh. liées à la création des dossiers. Donc par exemple, un autre truc qu'on a fait pour un juriste, c'est que, quand donc il a un formulaire, encore une fois, sur sa tablette qui vient de Forms, là, pour le coup, Mmh. qui remplit avec les données du prospect qu'il a en face de lui et au moment où on appuie sur le bouton, il y a un dossier qui se crée dans le OneDrive, enfin dans SharePoint, mais OneDrive et SharePoint, c'est la même chose, qui se crée avec le nom du client, avec directement la fiche de renseignement du client et puis directement aussi, il y a dans Planner des automatisations, enfin des rappels qui sont mis pour dire, ben, à rappeler dans 3 jours pour ceci, le contrat, il doit être signé maximum dans les 20 jours parce que ceci. Et on a toute une série comme ça d'automatisations qui sont en place. Mais ça, je l'ai fait ici dans Automate. Mais encore une fois, dans Coda, avec ce genre de système-là, j'ai fait un autre système pour un notaire où c'est la même chose. Mmh. Selon le type d'acte, il déroule toute la liste des étapes qu'il doit créer. Et on a en un bouton, en une automatisation, tout le flow qui se met.
Et ça, ton client, il comprend quand tu lui montres ou comment tu le formes à ça ensuite? Tu lui expliques, comment tu as mis en place pour qu'ensuite, si jamais il doit, gérer un bug ou s'il doit, réussir à le faire par lui-même, est-ce que tu le fais a posteriori ou tu as fait ta documentation que tu lui laisses et après, tu lui fais une démo? Comment toi, tu t'y prends? Démo vidéo. Donc Démo là, ici, vidéo, dans ce ouais. cas-ci, la plupart du temps, en réalité, ce qui compte au départ, c'est qu'ils comprennent le principe, qu'ils soient Ouais. capables de comprendre les étapes du flow, au cas où, au moment où il veut rajouter une petite ligne ici en rajoutant un truc, il a compris qu'en fait, il devait rajouter 2 lignes à notre bazar parce qu'il y a chaque fois une clé et une valeur. Ah OK, d'accord. Donc chaque fois, c'est quelle colonne je vais remplir et qu'est-ce que je mets dans cette colonne? Ah d'accord. Donc ça, c'est la première partie et c'est la première partie de la démonstration. Mais il y a une grande différence entre t'expliquer tout le process et te le documenter, et puis te former à. Et encore une fois, je disais, entre l'utilisateur qui doit être formé à comprendre la philosophie du truc et à comprendre comment les choses se déroulent, et celui qui construit, évidemment, qui a un monde de différence, et dans l'approche, et dans le timing qui est nécessaire, et dans le nombre de personnes que tu peux avoir en face de toi. Tu vas pas faire de l'automatisation avec 50 personnes dans une salle, hein, Ouais. c'est pas possible comme histoire. Mmh. On a une question de Jules dans le chat qui dit, «Le premier frein levier, selon toi, c'est les DSI ou les salariés pour mettre en place des automatisations et adopter des outils?» Mmh. Bonne question. Non, mais parce que question, le problème, je vais te faire une réponse de Normand, même en étant belge, ça dépend, parce que ça dépend. Ici, par exemple, chez AXA Belgium, AXA France, pardon, AXA France. Il y a eu pas mal de petites poussées de no-code et d'automatisation qui ont été mises en place. C'est parti d'une agence qui avait fait pas mal de choses avec François, là, dans le Nord, François Panecook, qui a beaucoup participé qui participe beaucoup à la communauté No Code France. Et il avait mis en place toutes des automatisations no code, même des automatisations qui n'ont pas l'air d'être, comment dire? Du code ou du no code ou très technique, mais qui étaient vraiment importantes, du style un répondeur automatique pour, les clients. Quand on ne sait pas leur répondre, et ben, il y a un petit mail qui part directement chez eux en disant: «Bah, j'ai reconnu ton numéro de téléphone, désolé d'avoir loupé ton appel, est-ce que tu as vraiment besoin de moi? Est-ce que je peux te rediriger vers ceci, cela? Est-ce que tu veux qu'on prenne un rendez-vous?» Boum, petit lien calendrier. Fabuleux, mais tout ça, c'était chez lui dans sa petite agence et puis ça a poussé progressivement dans AXA, mais la réflexion, elle est un peu longue évidemment, hein, la réflexion, elle se met en route. Maintenant, est-ce que le premier frein, c'est la DSI? Évidemment, mais c'est son rôle aussi. Le rôle de la DSI, c'est pas justement de faire un feu d'artifice de nouvelles fonctionnalités, c'est de donner à chacun le meilleur outil. Alors évidemment, c'est frustrant parce qu'au début, on a envie que ça aille vite. On a une idée, mais j'ai vu sur internet que ça fonctionne. Oui, oui, mais bon, encore une fois, si c'est contrôlé dans un petit espace, dans un projet, je vois pas où est le problème. Je vois pas un administrateur, par exemple, hem, à moins qu'il ait vraiment pas le temps, à moins qu'il soit surchargé de travail, refuser, par exemple, de te créer une petite sandbox. C'est quoi une sandbox? C'est un petit groupe particulier dans lequel tu as des droits pour cette partie-là uniquement et dans lequel tu fais un peu ce que tu veux parce que de toute façon, tu joues pas avec les données de la société. C'est quelque chose que, par exemple, si je regarde ici le pricing de Make, on a ici la possibilité dans Make de créer ses propres apps. C'était ici au-dessus. Custom app, custom app, custom app. Voilà. Oui, là. Voilà, on peut créer des choses, on crée soi-même des applications, des fausses applications pour jouer avec des données, entre guillemets «factices» et on peut comme ça construire son premier scénario avec des données qui ressemblent à celles de l'entreprise, mais qui ne sont pas celles de l'entreprise, par exemple. Mmh. Et du coup, ça te permet d'avoir un peu quelque chose à montrer aussi, au-delà de si la documentation ne suffit pas à convaincre, tu peux faire la même chose avec, des données du coup fictives et projeter, dans l'utilisation que tu vas en faire ensuite. C'est ça et le seul truc que je demande, c'est d'accepter qu'on n'est pas tous sur la même ligne temporelle. Il y Mmh. a une temporalité qui est pas la même. Il y a une im On a tous envie de faire des choses immédiatement et on a eu l'habitude, nous, peut-être comme freelance, de pouvoir faire les choses comme on veut et directement. Ce qu'il y a, c'est qu'à un certain niveau, à un certain nombre de personnes et à une certaine structure, on peut plus faire les choses aussi rapidement, ça n'est plus possible parce que tu engages trop de process derrière que tu peux casser ou que tu peux,
que tu peux rendre caduque un peu trop rapidement, il faut accepter qu'il n'y ait pas la même temporalité, ça existe partout. Mmh. Et du coup, toi, en termes de collaboration, comment tu t'y prends? Et un peu peut-être pour passer sur la partie de conseil sur justement les interactions, avec les personnes en interne et comment, réussir à mettre en place, bah, ces process et ces automatisations. Comment, toi, tu arrives à collaborer avec ces différentes équipes et un peu à avoir ce rôle de chef d'orchestre sur qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce qui est plus prioritaire ou pas? Toi, c'est quoi un peu tes conseils sur ça? Le truc, c'est qu'il y a 2 aspects dans ce que moi je fais. Il y a l'aspect formation pur et dur et puis il y a l'aspect Mmh. prestation. Ouais. Si je suis dans l'aspect prestation, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui m'a contacté en disant: «J'ai un problème, je voudrais une solution, je voudrais savoir si». Tant qu'il y a pas de relais avec la boîte, tant que c'est pour la personne en elle-même, on peut jouer avec plein de données, on peut faire plein de trucs et puis c'est à charge de la personne de convaincre en interne Mmh. quelqu'un juste au-dessus que, ben, il y a une utilité et on peut avoir préparé un scénario, on peut avoir préparé quelque chose de factice en disant: «Tiens, est-ce que?» Mais il y a un moment où effectivement, il y a, dans chaque entreprise des gens qui sont plus motivés que d'autres, qui ont plus d'accès que d'autres et cetera. Maintenant, du point de vue de la formation, quand on est en mode formation, le besoin vient la plupart du temps de la boîte elle-même. Ils savent déjà qu'ils ont besoin, heu, Mmh. ils sentent qu'ils ont un besoin, ils sentent qu'il y a une solution, ils ont compris qu'il y avait une solution, donc dans notre pipeline de vente, on est déjà relativement bas, hein, on n'est pas dans le top of the funnel, on est déjà relativement bas. Est-ce qu'on est capable d'expliquer les choses, de mettre en place des processus, de documenter le truc pour que quelqu'un soit capable ensuite De le prendre en main. ouais et là, il y a quand même une sorte de mythe qui est de dire: «Je te forme un jour et tu vas réussir à former tous les gens de la boîte pendant les 10 prochaines années» et ça, Mmh. il y a quelque chose encore une fois, ça fait partie un peu du faux mythe du no-code, de dire que tout est facile et que tout est faisable. Ouais. Il y a beaucoup plus de choses qui sont faisables évidemment, mais il faut continuer à se former et si on est très au point avec c'est un peu dans votre programme, je crois, hein, Mmh. avec tout ce qui est algorithmie, structure, comprendre un peu les bases de la programmation quand même, ça aide. Mmh. Si on ne sait pas ce que c'est un if, si on ne sait pas ce que c'est un switch, c'est par là qu'il faut commencer. Il faut commencer par mettre des structures de base et puis après seulement on peut commencer à faire le reste parce que c'est une question de logique. Mais Mmh. même comme ça, je prends par exemple une automatisation avec HubSpot dans Make, faut s'accrocher quoi. Le truc est pas toujours très, très net, pas toujours très, très clair, et la première fois, c'est bien parfois tout simplement d'avoir 2 paires d'yeux et moi en plus avec les lunettes, c'est enfer. Donc oui, oui, j'ai une école machin, 4 yeux, tout ça. Mais donc parfois moi je sers juste à dire: «Tiens, est là» et voir les choses d'un autre point de vue et de dire: «Oui mais OK, mais ah oui, zut, j'avais pas vu» et cetera et là, c'était le dernier point dans le bullet, qu'on avait fait, dans les points, c'était la collaboration, c'est de trouver des moyens de collaborer en interne. Moi, je vois ça un peu comme les équipes de growth au niveau marketing où on va rassembler dans une équipe des gens du marketing, des gens du product, des gens du sales et on va les mettre tous ensemble dans une équipe de growth pour que justement tout le monde puisse, y aller par petites itérations rapides pour construire un produit qui est encore nettement meilleur pour le client. Bah, ici, dans les automatisations, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, il faut se créer une petite équipe de gens qui ont une appétence pour ça, qui ont une structure qui font qu'ils réfléchissent bien le truc. Et puis après, bah, on est parti et on peut démarrer, on peut avancer. Carrément. C'est exactement, enfin, je trouve ça bien que tu aies dit le côté vraiment de aussi sensibiliser aux fondamentaux. Parce que comme tu le disais, je pense que la première phase, c'est de montrer la logique et l'état d'esprit de qu'est-ce qu'ils vont pouvoir mettre en place et que finalement, la stack d'outils, certes, elle est importante parce qu'on peut se dire: «Ah, mais là, j'ai appris à utiliser tel outil et c'est pas celui que je vais pouvoir mettre en place». Mais moi, c'est un peu tout le discours aussi que j'essaye d'avoir, de dire, certes, l'outil, il est important et la phase de prise en main d'un outil est toujours un peu grande. Donc, c'est sûr que quand on a pris en main un outil, on a envie de rester sur celui-là. Mais je pense que tout le travail de compréhension de l'état d'esprit, de la logique, en fait, la base de comment fonctionnent ces outils-là, ça permet déjà de pouvoir prendre en main plus facilement et en fonction de la problématique, bah, réussir à adapter plus facilement sa stack et ses solutions. Donc, je trouve que c'est un bon point.
Et peut-être, moi, il y avait une question que je me pose aussi sur cette partie d'automatisation, c'est comment toi, quand tu as des clients, tu arrives à calculer le retour sur investissement aussi, enfin le temps gagné, parce que c'est une question qui revient assez fréquemment, c'est que dans la force de conviction de se dire je vais pouvoir mettre telle automatisation en place, on peut dire ok très bien, le problème il est identifié, mais généralement on va vouloir on peut être challengé par les parties prenantes et par même le management en disant mais concrètement combien de temps ça va nous faire gagner et pour ensuite faire des calculs coûts-avantages. Et donc comment toi en tant que freelance et même prestataire tu arrives à calculer ce retour sur investissement? La vérité, c'est que tout le monde baratine dans ce Ouais. domaine-là. C'est-à-dire que mais tout le monde se ment et attention il faut être gentil avec ça, il faut être souple avec ça. Mais tout le monde ment parce que te dire que tu vas économiser 40 heures de travail par semaine, Mmh. c'est Sorti du chapeau. incalculable, mais pire encore, la personne en face qui le croit se Ouais. ment à elle-même aussi. Je crois qu'il ne faut pas voir les choses de ce point de vue-là. On est dans une société qui, veut effectivement de la productivité, mais qui veut aussi du bien-être, qui veut que les gens soient heureux de faire leur boulot et qui veut que les gens utilisent leur temps à faire un boulot intelligent, un boulot qui sert à quelque chose. Aller dire à quelqu'un: «Tu vas gagner 40 heures de travail par mois», à mon avis, c'est quelque chose qui fonctionnait il y a peut-être encore 10 ans. Dans le monde du travail où tout le monde devait venir bosser de 8h30 à 17h30 et tu prenais ta voiture, tu te tapais les embouteillages, machin, et cetera. Je crois qu'on n'est plus dans ce calcul-là, ou en tout cas, moi, c'est plus vraiment le message que je fais passer. Le message, il est beaucoup plus simple. Si tu fais 2 ou 3 fois la même chose sur la journée, automatise-le. Il y a un potentiel pour l'automatiser. S'il y a un truc que tu fais et c'est juste débile, c'est-à-dire que tu prends un fichier et tu vas le mettre dans le répertoire, alors que la machine pourrait le faire pour toi. Gagne du temps, fais-le, réserve ton espace mental et ton intelligence et ta force à quelque chose d'utile pour la boîte. Te dire que tu vas gagner 40 heures, 10 minutes, que tu vas être 27% plus heureux. Ça, c'est les gens de McKinsey qui font. Ils et ils te racontent une histoire à laquelle toi, tu as envie de croire. C'est-à-dire qu'ils réussissent en plus à te mettre les bons chiffres devant toi pour te dire que tout d'un coup, ça va changer ta vie. Mais pour moi, la logique, elle est plus simple, c'est beaucoup plus basique. Faire 3 fois, 4 fois, 10 fois, 50 fois un truc que la machine pourrait faire, ça n'a pas de sens. Mmh. Je vais pas te le calculer, je te dis juste: «Tu es aussi intelligent que moi, tu sais que c'est aberrant, tu sais que ça n'a aucun sens». Il y a pas besoin de calculer, il y a juste besoin de dire: «Duh» et Ouais. et entendre quand même en face que, ouais, ils ont besoin de chiffres, ils ont besoin de dire que et cetera. Alors on peut mettre des hypothèses sur la table. On peut dire: «Écoute, ça me prend 20 secondes à chaque fois de mettre le répertoire dans le truc». Mais de dire alors: «Je reçois 172 mails par semaine, 40 secondes par 172 égale machin». Voilà, voilà, voilà. Peut-être que dans les bureaux comptables, c'est peut-être le seul endroit où ils auront encore du plaisir à entendre ça, mais je Mais suis toi, pas certain. on t'arrive à t'entendre facilement avec tes clients en disant, bah, juste, ça sert à rien de faire éternellement les mêmes automatisations, les mêmes process, alors qu'on peut l'automatiser. Ça suffit quoi pour convaincre et pour mettre d'accord sur le fait que c'est plus cohérent de chercher à gagner du temps sur ces trucs à faible valeur ajoutée. L'avantage malhonnête que j'ai, c'est qu'on a déjà fait appel à moi. Donc à Oui, c'est partir du ça. moment où C'est vrai, à partir du on a moment fait où tu as appel à fait moi, appel, tu j'ai une plus besoin liberté de de. parole. Ouais. Oui, j'ai une liberté de parole que la personne avec qui je travaille dans la boîte ne pourra jamais avoir. Mmh. Conséquence, qui doit faire ce genre de pitch? C'est moi. Qui doit Mmh. faire passer ce genre de message? C'est mon rôle. C'est à moi de dire ce que la personne qui est engagée dans la boîte et qui a peut-être pas la possibilité de le dire. Voilà. Moi, je pense que c'est à moi de dire la vérité aux gens Mmh. et de dire les choses peut-être de manière un peu abrupte parfois. Allez, on arrête le baratin. Tu sais très bien que personne ne peut calculer un truc pareil. Voilà. Mmh. Et la plupart du temps, la personne qui te Mmh. pose la question a déjà sa réponse en réalité, hein. Elle sait Oui. déjà qu'elle veut, hein, donc voilà. Elle a juste besoin que quelqu'un ait pris la décision pour elle et ait dit: «Oui, mais c'est bien, ça va marcher».
Trop cool. Bah, merci beaucoup, Vince. Et on peut prendre la dernière question que je vois Saber a posée dans le chat, qui dit: «Est-ce que c'est possible d'intégrer des applications tierces avec ces outils ou bien Mmh. nous devons utiliser la boîte à outils interne à chaque outil?» Exemple pour Make. Bah, ici, on est vraiment reparti dans le custom app. Il y a moyen à partir du moment où il y a une API dans le produit que tu veux utiliser, oui. Une API, c'est quoi? Application Programming Interface, c'est-à-dire une série d'instructions qui permettent que le service crée et qui permettent de dialoguer avec lui. Et donc là, on repart dans de la théorie de base, mais c'est quoi une API? C'est quelque chose qui permet le CRUD. CRUD, c'est Create, Read, Update, Delete. Donc créer, lire, mettre à jour et supprimer des informations. À partir du moment où le service en face te donne la possibilité d'avoir accès aux données, de les mettre à jour, de les lire, de les supprimer, de les créer, tu as une possibilité de créer une app dans Make si Make l'a pas fait soi-même. Dans Microsoft, même chose, hein, il y a moyen de créer des trucs du même genre. Hein. Trop bien. Parfait, merci, répond Saber, donc trop cool. Voilà. Et ben, on avait fini, commencé 2 minutes en retard, donc on finit 2 minutes en retard, c'est parfait. Merci beaucoup pour tous ces conseils et ces exemples. Surtout, ça permet de rendre concret et de voir que ça fonctionne et qu'il y a des moyens de faire des collaborations automatisation grand groupe. Donc merci pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Pas de souci. Et n'hésitez pas à mettre dans le chat si ça vous a servi. Et en tout cas, merci beaucoup pour tout ce partage, Vince. Et je vous souhaite à tous une très bonne après-midi et une bonne pause déjeuner. Merci à tous, à bientôt, merci pour l'invitation.